accroissement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, téléspectateurs de la Monto TV. Bienvenue dans ce grand rendez-vous, votre grand rendez-vous du week-end, l'émission Écho de l'UAC qui se passe chaque samedi. Donc le week-end qui s'est pensé alors chaque samedi à partir de 13h jusqu'à 14h. Mais nous avons connu un petit changement. L'émission à chaque fois s'est passée de 13h45 jusqu'à 14h30. Et donc, prenez ça déjà à compte, gardez ça quelque part dans votre canapé, sur votre agenda. L'émission va chaque fois commencer à 13h45. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes dans des salons de coiffure, vous êtes dans des magasins, vous êtes dans des bistrots, vous êtes au volant de vos voitures. Nous vous disons merci et surtout, vraiment, restez branchés car c'est votre émission, la grande messe du week-end qui vous arrive. Et pour aujourd'hui, comme vous le savez très bien, cette émission comporte deux rubriques, notamment actualité, soit rétrospective de la semaine, mais aussi invité spécial, soit débat. Et pour aujourd'hui, malheureusement, nous serons donc obligés de diminuer et tout petit peu les volumes car nous avons été frappés par un cas de deuil. C'est pour cela que vous nous voyez d'ailleurs à tenue noire. C'est parce que nous sommes en deuil. L'UAC a perdu l'une de ses étudiantes. Elle s'appelle Kavira Katula Molidi. Elle était étudiante à L3, GOT, gestion des entreprises et organisation du travail, qui avait rendu l'âme, c'était le lundi dernier, et à Sévéli, le jeudi 28 novembre, à Vurumbi, dans la route Issalé. C'est pour cela qu'avant de nous plonger dans les vifs de cette émission, nous allons devoir observer une minute de silence à l'honneur de cet illustre disparu. Très bien, une minute à la radio comme à la télévision n'est pas cette norme-là. C'est pour cela que nous allons aussi vous faire vivre les derniers moments, les dernières minutes, soit les temps forts du jeudi, le jour de l'enterrement de notre camarade Lydie Katulamo. Ça sera à travers cet élément nous proposé par la technique. La concession de l'église paroissiale de la cathédrale était pleine du monde au visage de tristesse. Des membres de sa famille, des membres de la communauté de l'université l'Assomption au Congo et d'autres étudiants, amis et connaissances ont été présents à ses funérailles, tant de lui rendre ses derniers hommages sous la pluie menaçante de ce jeudi. Pendant la célébration eucharistique, le père Jean-Baptiste Mbakula, aumônier de l'UAC, a demandé à tous les participants d'être prêts à n'importe quel moment, car Dieu peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment. Kila mtu hajua wakati wake ni siku gani, na kwa sababu sisi wote hatukuwa na wazia kama dunia hizi tutangulia vile kisi imetendeka. Hatukuwa na wazia kama ni wakati ambao umefika au utafika mama umefika, lakini kwa sababu Mungu alitupangia tangu zamani na kutujui, kwa sababu maisha ambayo Mungu alitupangia Mungu alijua kwamba siku Différents discours ont été prononcés à cette circonstance et mot de remerciement de la famille. Tunashukuru viongozi wa UAC
kwa kuwa waliposikia habari ya kifo walijiandaa mbio kufika nyumbani na kuja kutuomboleza. Aussi un mot de condoléances de l'Université de l'Assomption au Congo. Et pour mieux surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton sourire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Avant la fin de la messe des funérailles, le célébrant a remis à l'illustre disparu les signes de ses engagements baptismaux. Après la messe, le cortège funèbre s'est dirigé au cimetière familial de Buhumbi, dans le territoire de Beni, où Lydie Katulamo repose à jamais. Kabira Katulamo Lydie est née en 2002 et décédée le 25 novembre dernier. Elle était inscrite à L3 gestion des entreprises et organisations du travail à l'Université de l'Assomption au Congo. Et voilà, téléspectateurs, il s'agissait des dernières minutes, soit de quelques temps forts, moments forts du jeudi, le jour de l'enterrement de notre camarade Lydie Katulamo, étudiante à l'Université de l'Assomption au Congo, en L3, gestion des organisations et organisation du travail, GOT. C'est pour cela que vraiment, au nom de tous les étudiants, au nom de toute la famille haïtienne, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éprouvée, ainsi qu'aux amis et connaissances, mais aussi à toute la famille de l'Université de l'Assomption au Congo. Et donc, que l'âme de notre sœur, collègue, se repose en paix. Après cette page noire, téléspectateurs, nous nous laissons dans les vifs de cette émission Écho de l'IAC. Et pour aujourd'hui, dans notre rubrique invité spécial, soit débat, nous allons essayer de scupuler autour d'une thématique très riche, surtout actuelle. Aujourd'hui, on va essayer de scupuler autour de la thématique quel défi l'IAC a-t-il fait face dans le basculement du système classique au système LMD et qu'envisage-t-elle pour la suite? Et donc vous avez compris, c'est une thématique qui parle vraiment de l'Université de l'Assomption au Congo, de la réalité de l'UAC. Et pour essayer de développer cette thématique, nous avons invité pour vous Monsieur Jures Kizito. Il est directeur du cabinet du recteur de l'Université de l'Assomption au Congo qui est avec nous maintenant. Monsieur Jures, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour et surtout, comment vous vous sentez sur les plateaux de la Moto TV, surtout dans l'émission Écho de l'IAC pour la première fois, je le souligne. Merci beaucoup. En tout cas, j'aime ça d'abord très honoré parce que c'est un grand plaisir de nous retrouver encore une fois à la maison pour pouvoir échanger de ce qui concerne la maison Notre-Mère nourricière. Donc, on est très content de pouvoir partager et de se retrouver, en tout cas, dans ce studio. Et surtout, nous sommes là. Nous vous avons invité, c'est pour cette thématique. Quel défi l'IAC a-t-il fait face dans les basculements du système classique au système LMD et qu'envisage-t-elle pour la suite? Nous avons vu que vous êtes mieux situé à répondre à cette question, surtout à éclaircir cette masse, ce public qui est en train de nous suivre par instant. C'est pour cela qu'à la première position, nous allons d'abord vous demander de nous brosser d'une manière ramassée votre perception par rapport à ces systèmes. Merci beaucoup. En fait, le système licence, master, doctorat, on peut l'appréhender de diverses manières, mais avant tout, il faut une certaine mise en contexte parce que vous savez, il y a de nombreux qui ne comprennent pas encore les différentes approches des dispositions qui doivent être tenues en compte pour essayer un peu de saisir de près vraiment c'est quoi le système LMD. En réalité, si nous revenons un peu dans l'histoire, nous savons bel et bien que le contexte du système licence, master, doctorat est venu avec la tendance d'abord de Bologne. Là, nous sommes en Italie, avec toutes les résolutions de Florence, les protocoles de Nairobi. Là, c'est déjà au moins à 1963. Mais la tendance a évolué parce que l'optique, déjà au niveau de 1999, ok, les gens, les scientifiques ont pensé disons autrement, ils ont pensé changer la donne.
Parce que c'est vrai, les gens pouvaient faire beaucoup de temps dans les cursus universitaires. Alors on s'est rendu compte que au niveau même mondial, on n'avait pas une même lecture vraiment du cursus. Quant au contenu, quant au temps, mais quant à l'insertion professionnelle. Voilà donc, on est parti de ces contextes pour dire que non. Alors, c'est dans cette lecture-là que même la République démocratique du Congo, déjà à partir de la loi cadre numéro 04/004 du 11 février 2014, l'ESU est venu dans la lecture de pouvoir appréhender de près pour permettre à ce que les Congolais s'inscrivent dans le contexte du LMD sur le plan international, en fait. Oui. Ouais. Alors, on a attendu tout ce temps. Pourquoi? Parce que la faisabilité a été directement un défi énorme. Un défi énorme, oui. Exact, que ça rentre évidemment dans les cadres de la thématique. Pourquoi? Parce qu'il a fallu attendre presque 4 ans. 4 ans, oui. Bien entendu, en train de réfléchir autour de la question de comprendre comment lutter ou bien faire face à ce défi-là. Ces défis, oui. C'est ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur universitaire a pensé changer la donne. Déjà à partir de 2018, on a commencé à penser comment redynamiser la tendance. Oui. Eh bien, il y a quand même pratiquement 3 ans. Oui, Vous- 3 ans, déjà, ouais, 3 ans, parce que déjà, évidemment. et ça fait déjà 3 ans, Ouais. et ceux qui sont dans ces systèmes vont défendre, en fait, avaient défendu d'ailleurs Oui, ils ont déjà dernière. défendu, donc on Voilà. estime que ceux-là qui ont vraiment fini et qui ont compris la philosophie sont déjà à master's degree. Alors, de la question de savoir déjà de la perception, Il y a la perception. il faut déjà rentrer dans la logique d'abord de la philosophie. Pourquoi on a défini les LMD? C'est pour permettre aux gens de s'inscrire pratiquement dans la praxis. Surtout là, nous sommes dans les systèmes anglo-saxons où il faut essayer un peu d'intégrer les gens dans les jeux professionnels. Essayer de réduire, d'écourter les temps des études. Donc là, je suis au niveau de l'auditoire où il faut en tout cas passer des années, alors que le marché de l'emploi nous attend. On a essayé de réduire ces temps-là. Et puis, ma perception est quand même partagée. Pourquoi? Parce que, quelque peu, c'est quand même nuancé. Vous comprenez que lorsqu'on essaie d'écourter le temps de la théorisation, la conceptualisation, ça permet peut-être aux gens, aux chercheurs de ne pas comprendre les enjeux, les défis et peut-être les ouvertures clés qui peuvent les permettre de pouvoir s'insérer sur les marchés professionnels, parce qu'on dit que la théorie inspire la pratique. Ouais. C'est vrai, je suis toujours dans l'avis de ceux-là qui pensent peut-être qu'on ne peut pas vivre peut-être un certain professionnalisme sans avoir une théorie suffisante. Et puis c'est ça d'ailleurs, moi-même c'est ce que je voulais vous poser comme question, c'est que quand déjà on diminue les heures théoriques pour valoriser les heures pratiques, c'est pas d'une manière peut-être pénaliser aussi les enfants, pénaliser les apprenants, car c'est à partir des théories qu'on passe à la pratique. Exact, parce qu'il faut d'abord partir de tout ça. En fait, en Afrique, on a toujours cette tendance du copy-paste, copier-coller. Donc, on s'est dit, mais pratiquement, il faut peut-être essayer de nous adapter au système. Bon, je m'excuse de citer par exemple certains pays, on sait les pays anglo-saxons où on s'est dit, bon, pratiquement, par exemple, il faut faire 3 ans la licence. Je suis d'une part d'accord, mais à grande partie pas d'accord. Pourquoi? Parce que lorsque on fait 3 ans et on veut obtenir, par exemple, une licence, je me dis, bon, c'est une bonne tendance de réduire le nombre d'années. Mais quitte à savoir, nous sommes en Afrique, s'il vous plaît, avec, c'est vrai, l'Afrique c'est un continent beau, nous l'aimons tellement, mais attention, l'Afrique a beaucoup d'enjeux que peut-être certains ne peuvent pas encore comprendre. C'est vrai, avec la culture, par exemple, de notre pays, on savait que quand quelqu'un pouvait déjà finir avec le diplôme d'État, c'était semblable même à un ministre d'affaires. Mais est-ce qu'actuellement c'est vraiment comme ça? Évidemment. Donc si on peut dire déjà que non, vous allez chaque fois obtenir votre diplôme de licence pendant 3 ans. Et puis après les 3 ans, vous irez où? Que feras-tu après ces études? Après ces 3 ans? Exact. C'est sur base de cette question que moi je me dis personnellement, nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo, c'est vrai, il ne faut jamais cesser d'innover.
Ok, je suis d'accord. Mais, quitte à savoir avec quelle population on veut innover. Je pense que c'était processus. D'ailleurs, heureusement, le ministère avait déjà compris qu'il ne fallait pas venir avec tout un fourre-tout. Voilà pourquoi on a essayé. C'est vrai, les communications étaient divergentes. Les gens ont compris qu'il ne fallait pas aller avec tous les domaines d'un coup. Et il fallait y aller graduellement. Là, je suis d'accord. Mais je trouve que, quelque part, c'est une opportunité parce que je me dis, lorsque on essaie un peu d'intégrer les gens dans les systèmes de la praxis, ça permet d'une certaine manière d'éveiller les gens à sortir un peu de leur zone de confort, vous voyez. Parce que lorsque on apprend et peut à pouvoir apprendre les différentes théories à quelque peu de temps, s'il y a vraiment un mécanisme de monitoring, un mécanisme d'évaluation, ça pourra peut-être changer la donne. Et c'est un éveil de conscience. Les gens peuvent prendre vraiment à deux mains la question. Voilà pourquoi je disais quand même que ma perception serait partagée, mais avec des enjeux, en tout cas à pouvoir tenir compte pour essayer un peu de redorer les blasons en fait. Voilà. Merci, monsieur Gérard Esquisito pour cette première intervention. Et alors, la deuxième, disons, descendons et pays. Là, on a été, en fait, au niveau national peut-être. Alors, au niveau de l'IAC, comme l'a dit d'ailleurs notre thématique, quel défi l'IAC a-t-il fait face dans les basculements du système classique au système LMD et qu'envisage-t-elle pour la suite? Alors, au niveau de l'IAC, 3 ans après, comment vous pouvez évaluer le niveau d'application, soit d'efficacité de ces systèmes LMD, 3 ans après? D'abord, j'aimerais bien féliciter l'approche qu'a tenue l'IAC parce que lorsque j'essaie un peu de faire remue-ménage, j'essaie un peu d'investiguer sur vraiment les pratiques qui se vivent ailleurs, ça citer les noms parce que au moins ailleurs ils se connaissent. Oui. Je me dis que avec les 3 ans qui ont été, on a essayé, bien entendu avec les différentes approches. Et d'ailleurs, je me dis que l'UAC avait déjà un pas d'avance. Pourquoi? Parce que avec l'arrêté déjà ministériel du 2018, du 22 novembre 2018, l'UAC a d'abord basculé le système. Parce que le nom, on est venu d'abord d'une tendance ICAB pour l'UAC. Tout cela était déjà des facteurs avant même que le ministre ne se prononce. Parce que le système avait déjà commencé à la maison. Le système avait déjà commencé quant à la théorisation, aux modalités d'évaluation, aussi aux modalités d'accompagnement des étudiants. Parce qu'au niveau même de la recherche, il y avait déjà tous les laboratoires disponibles, des ateliers disponibles et un personnel qualifié à pouvoir accompagner ces étudiants. Donc, c'est tout cela, les facteurs et les ouvertures. Je vois les téléspectateurs qui commencent à dire que peut-être c'est du fanatisme, c'est ceci, cela, mais bon, quand même, vous avez aussi ces droits-là de parler. Alors, continuons. Exact. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il faut quand même féliciter le bien. Ce qui se passe bien, il faut dire merci. Ce qui ne s'est pas bien passé, il faut dire attention, il faut corriger. Mais pourquoi d'abord il faut féliciter? Parce que ces gens, au moins, à l'UAC, avec cette tendance, il y avait pas d'avance, une ouverture d'esprit, de quelques pas d'avance, parce que lorsque la tendance, le nom a changé, dans la communauté, il y avait toute fresque. Les gens pouvaient se représenter de dire que, bon, peut-être ils auraient peut-être une idée avant-coureur qui pourrait dire que, bon, voilà, peut-être la tendance va changer. Mais moi, ce que je salue, peut-être avec les 3 années, c'est que l'approche a connu une continuité. Une continuité parce que ça n'a pas été une nouveauté à la maison. Voilà pourquoi je me dis que, quand même, ce nouveau souffle a été pour nous une opportunité et une ouverture. Et les étudiants, bien entendu, ils ne sont pas tous parce qu'ils ont des capacités différentes. Ils se sont adaptés progressivement selon les capacités. Et le personnel est en train de travailler progressivement aussi. Comme la toute première promotion va à Master's Degree, déjà, et la première année, on est en train d'essayer de voir comment évaluer d'une certaine manière déjà le premier cycle. Mais quelque chose à saluer, c'est du côté quand même positif, c'est de voir que, surtout à milieu de stage, à milieu de stage, on peut arriver, on essaie un peu d'évaluer, on voit un peu les côtés pratiques des étudiants. Ce qui m'a surpris personnellement, c'est de voir que
les étudiants ont compris d'abord les défis réels du marché de l'emploi. Ça, c'est un aspect que je ne voudrais pas passer sous silence. Ouais, parce que en réalité, lorsqu'ils sont dans une entreprise, d'abord, les gens avaient toujours, dans le système ancien, le système PADEM, les gens avaient toujours cette tendance de dire que rien que si je sors par exemple de l'UAC ou bien de l'ICEAB dans les temps, je ne devrais que travailler par exemple dans les entreprises. Mais attention, avec le LMD, déjà la tendance qui avait déjà commencé, ils ont compris que pourtant, il y a vraiment le besoin d'investiguer, de faire le face-à-face dans les institutions. C'est là que vous pouvez voir, par exemple, qu'ils soient intéressés, les chercheurs, d'aller à la mairie de Butembo, évaluer les défis, les opportunités, les ouvertures, aller dans des entreprises, des communes, et même les organisations, vous voyez, ce qui n'était pas peut-être la donne dans les temps. Pourquoi ne pas dire que c'est une ouverture? Et donc, on peut dire que l'IAC, en fait, est vrai des gens en système LMD avant son instauration même. Évidemment, pratiquement parlant, l'UAC avait des gens, le sang qui coulait vraiment dans ses veines du système LMD. Donc, merci, vous comprenez merci, voilà. Téléspectateurs, vous êtes nombreux devant poste téléviseur à suivre ces grands rendez-vous, surtout ces grands débats. Nous sommes là avec Jurès Kizito, je rappelle qu'il est directeur du cabinet du recteur de l'université de l'Assomption au Congo. Et nous sommes en train de skipuler autour de la thématique « Quel défi l'IAC a-t-il fait face dans les basculements du système classique au système LMD? Qu'envisage-t-elle pour la suite ?» Et vous l'avez bien compris, dans ces différentes interventions, il a donné, il a prouvé, il a démontré. Et alors, je crois que je vais soutirer quelque chose dans votre speech. Vous avez dit que les systèmes LMD avaient peut-être à des exigences et par rapport à d'autres institutions, d'autres universités, l'IAC en fait, on avait déjà peut-être implanté ces systèmes parce qu'il y avait l'IAC avait déjà réalisé certaines conditions pour qui doivent alors réaliser les écoles, en fait, les universités qui travaillent sous LMD. Alors, selon vous, quelles sont les exigences que l'IAC possède, qui ne sont pas peut-être ailleurs pour achérir alors ce que vous avez dit, disons que l'IAC vit les LMD. Merci beaucoup de la question. En tout cas, messieurs, je dois rappeler à tous ceux qui nous suivent maintenant que l'Université de l'Assomption au Congo, c'est cette université-là, apparemment, qui a vu les enjeux de la communauté avant-coureur. Pourquoi? Parce que, avec les exigences, déjà, au niveau de l'Université de l'Assomption au Congo, eux, avant peut-être certains autres, ils ont pensé, là, je vois un peu les animateurs qui ont entraîné, qui ont concouru, c'est que l'université soit un peu une réponse favorable aux besoins de la communauté. C'est parce que nous avions déjà au départ les différents laboratoires qui ont pu accompagner les chercheurs. Peut-être certains sortaient d'ailleurs pour venir découvrir comment ça se passait. Et surtout, quelque chose moi, personnellement qui m'a tiqué parmi les exigences auxquelles d'ailleurs l'Université de l'Assomption au Congo est venue répondre, c'est le caractère numérique. Personnellement, ça m'a tiqué parce que je me suis dit que peut-être nous avons eu de la chance, nous autres, de savoir que l'Université de l'Assomption au Congo était encore dans notre communauté. Parce que, voyez vous-même qu'au niveau, par exemple, de l'évaluation, c'était toujours surprenant d'attendre déjà tout fraîchement arrivé à G1 dans les temps, L1 actuellement dans le système actuel, de pouvoir comprendre que vous ne serez plus évalué sur papier et que par exemple, voici votre code, voici votre matricule, voici peut-être les informations qui vous concernent vraiment de plus près, et voici votre QR code. Je me suis dit non. Nous évaluons quand même. Mais en fait, c'est une question que je lance. En fait, mais il y a d'autres personnes qui disent que surtout ces systèmes-là, des codes, n'est pas peut-être adapté car dans les anciens temps, quand les étudiants venaient consulter leurs résultats, en fait, sur papier, là, il y avait encore plus d'impact. Et puis, quand l'étudiant constatait qu'il a échoué, d'ailleurs, lamentablement, il s'interpellait et puis il trouvait encore le temps peut-être de travailler encore davantage pour éviter cette honte
Mais est-ce qu'il y a assez avec cette innovation-là, n'éviez pas peut-être affaiblir le mental, soit la manière de travailler des étudiants? Exact. Vous-même, vous parlez déjà d'une innovation. C'est là d'ailleurs que certaines personnes, je pense qu'elles se trompent. Pourquoi? Parce que tout doit se faire dans le cadre normatif du ministère, dans le cadre légal. Là, nous parlons de la loi. Oui. Logiquement parlant, personne d'autre n'a le droit d'obtenir les résultats de quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'abord. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas sortir de la plaque du vade-mecum de la gestion des établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a tout un code, tout un protocole disponible. D'ailleurs, c'est parce que peut-être certains ne sont pas encore réformés que chaque année, à sa politique, on parle d'instruction académique. Oui. Il y a tout un code qui accompagne tous ces protocoles. Alors, pour rattraper quelque peu le temps, je pense que certains se trompent parce que l'université de l'Assomption au Congo a pensé déjà à ces signes avant-coureurs. Comment? Parce que, on ne sait pas, c'est vrai, l'université de l'Assomption au Congo, c'est une génitrice au milieu de tous les villages qui a une philosophie catholique, caractérisée par des valeurs, caractérisée par une certaine paternité, une certaine, vraiment, certaines valeurs, une certaine responsabilité. Donc, elle tient compte des niveaux de vie de notre communauté. Voilà d'ailleurs, dans la première présentation, je suis revenu sur le caractère africain, Oui. le caractère congolais, le caractère peut-être de notre milieu de l'Est de la République démocratique du Congo. L'université a passé à un mécanisme selon lequel, que vous n'ayez même pas le téléphone smartphone, donc là on parle de l'élégance des téléphones intelligents, voilà. Vous pouvez passer, d'ailleurs il y a une structure peut-être qui n'existe pas ailleurs, je ne sais pas, parce que je n'ai pas en tout cas assez d'informations de ce qui se passe ailleurs, mais quand j'essaie d'investiguer, peut-être ça n'existe pas en tout cas, le système de la base de données. Il y a aussi le système de l'administration réseau. Il y a tous ces mondes-là qui se chargent de ces services numériques qui peuvent nous accompagner, que vous soyez informés sur les plateformes, que vous ne soyez informés sur disons, au niveau du téléphone, ou bien au niveau de votre machine portable, vous pouvez toujours passer par ce service-là. On va vous informer de tout ce qui se passe au sujet de vous. Sans payer aucun franc, s'il vous plaît, parce que l'université déjà vous a disposé tous ces moyens à votre faveur. Alors, comment on va sortir de l'université? Ouais. Donc, je pense que tous ceux-là qui pensent que c'est plutôt un défi, moi je pense plutôt que c'est quand même une opportunité à pouvoir accompagner parce qu'on n'a pas le droit de découvrir l'intimité permettez, parce que ça c'est au caractère vraiment personnel oui. de l'individu et on entre dans le cadre du droit parce qu'il ne faut pas être aussi victime de la loi qui nous garantit et l'instruction et du cadre normatif régi par le ministère. Mais aussi, quelles sont peut-être d'autres conditions que les écoles, soit les universités doivent réunir pour qu'on dise qu'elles respectent vraiment les normes du système LMD? Moi, je pense qu'il ne faut pas sortir d'abord de la plaque du ministère. Oui. Le ministère définit tout un protocole disponible. On vous dit que, par exemple, bon, c'est parce que quelque peu, il faut quand même signaler aussi certains défis de notre ministère que nous chérissons autant. Par exemple, nous sommes en attente, bien que tardive, de l'instruction 026, l'instruction académique 026, parce que c'est ce système-là, c'est cette instruction qui va essayer de circonscrire le contexte dans lequel on va travailler cette année. Mais les autres universités, parce qu'on travaille toujours à collégialité, et puis il y a une chose que peut-être certaines personnes ne comprennent pas encore. Le système éducatif, le système éducationnel répond pour, en réalité, une seule finalité, former des cadres compétents capables de répondre aux défis sociaux. Voilà, ouais. voilà. Alors, lorsque nous venons représenter l'IAC maintenant, c'est pour que les autres viennent répondre aux défis vraiment que rencontre la communauté. Par exemple, s'ils sont capables de se réunir et comprendre quels sont les défis réels face par exemple, au contexte actuel à la République démocratique du Congo, et plus particulièrement pour répondre aux besoins de l'Est de la République, parce qu'on est à l'Est. Voilà. Avec une certaine spécificité, ils peuvent déjà se dire, partant des domaines, parce qu'actuellement on parle des domaines à système LMD, comparativement à ceux-là qui parlaient de facultés. Ou peut-être d'autres choses du genre. Actuellement, il faut essayer un peu de se circonscrire
dans les contextes de ce qu'on organise. Parce qu'on part des ressources disponibles. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons, par exemple, la question des ressources humaines? Voilà. Si nous n'avons pas les ressources humaines, ça veut dire que ça c'est une question déjà d'effectifs. Et voilà, déjà, ça m'exige déjà de vous poser la question. Et pour finir d'ailleurs, avant peut-être même de revenir à ce facteur-là, parce que j'étais quand même en train de chuter, au-delà des ressources humaines, il faut voir aussi les côtés finances. Sans hommes, même les managers, au moins ceux-là qui maîtrisent bien la gestion des choses, la gestion des questions vraiment d'affaires, ils savent que on ne peut pas avoir de l'argent, on ne peut pas avoir de matériel, des ressources matérielles donc, et des ressources financières sans avoir d'effectifs, sans avoir des personnes qui vont accompagner ce projet-là. Voilà pourquoi il y a donc intérêt à travailler d'abord sur la question effective et après trouver avec cet effectif-là ou bien les ressources humaines comment vous allez pouvoir gagner, par exemple, un peu de moyens pour pouvoir répondre aux défis. Parce que déjà, il y a la question matérielle. On ne peut pas avoir de matériel par la charité verbale. Non, ça c'est pas ça. Mais aussi, d'une autre manière, on ne peut pas attribuer ces problèmes peut-être à nos autorités, au gouvernement. Est-ce que même les ministères, le CI, répond aux exigences, soit à ce qu'ils doivent vraiment aux institutions? Parce que déjà, on peut partir des exemples qui sont clairs. Ça fait déjà au moins 2 ans, 3 ans que les étudiants n'ont pas de carte d'étudiant. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que si les universités ne parviennent pas à vraiment bien organiser leurs institutions, c'est aussi d'une autre manière la faute de Lucie, du ministère? D'accord. En tout cas, je suis personnellement d'avis que notre gouvernement quand même déraille un peu. Voilà. Notre gouvernement déraille d'une part de la plaque parce que en réalité il y a certaines exigences et certaines responsabilités qu'on attend du gouvernement. Voilà. On s'est dit bon, lorsque vous aurez par exemple besoin des cartes d'étudiants, de SIM Academia, tout ça, donc, tous ces contextes, des bus Academia et tout ce qui va avec, tous les aspects corollaires, vous comprenez que quelque part, le ministère a été irresponsable. Ça, il faut reconnaître. Et on est intellectuel pour répondre aux besoins de la communauté et aux besoins des cibles. Mais quand il s'agit d'une irresponsabilité, il faut la dénoncer tout. À ce point-là, en tout cas, le ministère ne nous a pas aidés. Mais quelque part, moi, je me dis, bien que les gouvernements assemblés n'aient pas répondre à ce problème-là, mais il faudrait que nous, intellectuels, nous ne puissions croiser les bras face à ces défis. Parce que les managers disent que, en réalité, il y a une question de responsabilité citoyenne. Moi, je me dis, personnellement, si je m'appelle intellectuel aujourd'hui, c'est vrai, je peux avoir fait la communication, je peux avoir fait, je ne sais pas, tel ou tel autre domaine. Mais qu'est-ce que moi j'apporte aussi au pays? Voilà pourquoi déjà l'UAC a essayé de penser à pouvoir redorer la donne. On s'est dit, bon, contentons-nous aux ressources disponibles que nous avons déjà sur place. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme enjeu, comme ouverture déjà à milieu local? Parce que même ceux-là qui font des projets, ils savent que ce soit un projet de gouvernement, que ce soit un projet, je ne sais pas, ministériel ou toute autre forme de projet, il y a ce qu'on appelle participation locale. Et il ne faut pas forcément et d'abord compter à ce que le pays va apporter, mais quitte à savoir d'abord la responsabilité citoyenne comme individu. En même temps, même apporter la responsabilité citoyenne, les gouvernements apportent quoi, si on peut le dire? Qu'est-ce que le gouvernement? Écoutez, le gouvernement, en fait, je ne suis pas défenseur du pouvoir public, mais quand même, il y a certains enjeux que nous pouvons relever, donc, et inclure évidemment les défis, lorsque le gouvernement ne sait pas vraiment répondre favorablement à sa responsabilité, c'est qu'elle est sortie de la plaque, monsieur. Elle est sortie de la plaque parce qu'elle ne sait pas vraiment répondre à ce à quoi on s'attend. Voilà. Le gouvernement est irresponsable à ce point. Mais il faudrait que, dans cette irresponsabilité-là, publique, que nous puissions croiser les bras comme intellectuels. D'ailleurs, certains penseurs l'ont dit que non, un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui doit juste rester dans sa zone de confort. Il doit sortir peut-être de la mêlée et il vient répondre aux questions, peut-être aux questions pratiques. Alors, l'intellectuel d'aujourd'hui, peut-être tu es de l'UAC, tu es quelque part d'ailleurs, il faut être capable
de pouvoir dénoncer. Tu dis sans nuire ce qui ne marche pas. Tu dis, en tout cas, au ministère, il y a beaucoup de facteurs. Essayez de travailler à ces facteurs, à cet autre aspect. Et plus, moi je suis toujours de ceux-là qui pensent que si on s'inscrit dans la logique d'améliorer les choses, affrontons les institutions sans peur, écrivons sur ce qui ne marche pas, et peut-être il y aura quelqu'un qui sera conscient de pouvoir comprendre les enjeux. Voilà, téléspectateurs, c'est très capital, c'est vraiment important. Je crois que nous devons mettre ça, griffonner ça quelque part sur notre calepin, sur notre agenda. Et donc, nous sommes toujours dans cette même émission. Et avant de clôturer, avant de chuter, comme nous sommes également talonnés par les temps, nous allons d'abord observer une petite pause pour ensuite passer à la proposition des pistes et des solutions. Depuis assidu que ces œuvres... Et voilà, téléspectateurs, vous êtes nombreux et nous sommes là pour vous accompagner scientifiquement. Nous sommes en train d'aller vers la chute de cette émission. Nous sommes là avec le directeur du cabinet, directeur de l'Université de l'Assomption de Congo. Et là, vous êtes sans oublier sur quoi nous débattons vraiment. Et c'est pour cela que la dernière question, c'est à peu près de demander au directeur, c'est que visage l'Université de l'Assomption au Congo, en fait, pour faire face aux défis et d'être amélioré aussi la processus. Qu'est-ce que l'Université de l'Assomption a fait? Merci beaucoup de la question. En réalité, je l'ai d'ailleurs dit précédemment, l'Université de l'Assomption Congo s'inscrit dans la logique d'être une génitrice vraiment au cœur du village. Parce que c'est une université qui a la philosophie catholique, la philosophie qui vient répondre à la double mission, enseigner pour éduquer. Parce que si on ne revient pas dans cette logique, on se dit que quelque part on se trompe. Mais l'Université de l'Assomption au Congo se dit que chaque année, chaque seconde, elle doit être capable de répondre, tant soit peu, modestement soit-elle, de pouvoir répondre aux besoins de notre communauté. Parce que c'est une université qui ne veut pas vraiment rester dans le statu quo. Rester dans le statu quo, pourquoi? Parce que avec des ouvertures que l'Université de l'Assomption au Congo est en train d'entreprendre, il y a donc bien de révéler quand même certains partenariats qui sont déjà à cours. Évidemment, vous savez déjà beaucoup de ce qui est projet. On sait bien entendu qu'il y a des projets de construction à court d'être bien conglus. Parce que ce sont des questions vraiment d'actualité. Il y a des projets de pratique professionnelle, des projets dans les cadres d'autofinancement qui viennent pour répondre aux besoins. Parce qu'on ne voudrait pas être cette université d'une tendance métendue. On voudrait être une université capable de pouvoir être vraiment forte à elle-même, puissante. Parce que déjà, on a commencé à répondre à certains défis sociaux. Alors, on ne voudrait pas croiser le bras pour rester dans les statu quo. Voilà pourquoi d'ailleurs l'Université de l'Assomption au Congo est en train de nouer des partenariats ça et là. Je vais par exemple citer un parce que, bon, il y en a autant d'ouvertures. Voilà. Mais je vais juste m'atteler à certains points clés. C'est tout dernièrement, peut-être les gens l'ont appris, l'université est entrée en contact avec l'Union européenne dans le cadre de l'ingénierie routier avec le projet Afrotrans. C'est un projet qui vient comme pour appuyer déjà le cadre technologique, numérique, mais aussi polytechnique qui est au moins dans notre maison. L'université s'inscrit dans cette logique pour essayer un peu de répondre aux besoins. Peut-être d'ailleurs, vous l'avez tout simplement appris que des 8 universités à travers le monde, il n'y a que 5 en RDC qui vont organiser par exemple ce master en ingénierie de transport. Notamment l'UAC. L'UAC, évidemment. Donc, ça, je pense que ça, c'est une ouverture parmi autant d'autres auxquels peut-être on pouvait s'atteler. Alors, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des gens qui peuvent encore avoir le doute de pouvoir dire qu'est-ce que je vais faire pratiquement à l'UAC. Et c'est d'ailleurs une occasion pour moi de rappeler les différents domaines qu'organise l'UAC pour permettre aux gens de pouvoir comprendre les enjeux clés que vise peut-être à travers la politique globale de l'Université de l'Assomption au Congo. Il y a par exemple les domaines de
les domaines des sciences de l'homme et de la société. Et là, nous voyons directement la filière d'ailleurs de base, parce que ça a commencé à Boulenguer avec la filière de philosophie exacte. Il y a aussi, maintenant là, nous sommes à la télévision, donc tous ceux-là qui ont exact, Moto TV UAC, parce que tout ce qui se passe ici, tout ce que je vois, cette beauté, cette élégance, c'est grâce à la filière de sciences de l'information et de la communication. Ça, c'est le système PADEM. Mais aujourd'hui, c'est la communication appliquée, s'il vous plaît. Tout cela, ça, c'est un fait concret. On ne peut pas ne pas passer sous silence ce qu'on peut observer pratiquement. Et là, je m'avais quand même revenir au deuxième domaine. C'est le domaine des sciences agronomiques et environnement avec la filière des développements rural et développement communautaire. On a besoin des acteurs à développement vraiment pour répondre aux défis réels de la société dans le cadre des développements intégral. Les défis de développement, par exemple, en milieu rural, disons, le choix est là. Il y a le domaine, oui, en tout cas, je suis en train de chuter parce que je voudrais quand même que notre communauté apprenne comment, en tout cas, les facteurs clés que nous organisons pour qu'elles sortent peut-être de l'ignorance, parce qu'il y a les gens, savez-vous, qui peuvent ne pas avoir des informations suffisantes sur ce qui se passe. Alors, je m'en vais au troisième domaine, c'est le domaine de sciences économiques et de gestion, bien entendu. Il y a déjà tous ceux-là qui se disent il faut être informaticien, vraiment. Il n'y a que lui assis au Cap. L'université de l'Assomption au Congo avec l'informatique appliquée à la gestion des entreprises, l'informatique et anglais la gestion et anglais des affaires. Il y a aussi le management et la gestion des entreprises et organisations du travail. Tu veux être un manager, tu veux être par exemple un expert dans la question des développements, la question des développements des sites. Il y a les gens qui pensent que le développement, c'est seulement développement dans le cadre de faire des travaux communautaires. Attention, il y a tout un monde numérique, tout un environnement qui doit permettre aux gens de comprendre les enjeux autour de la question. Alors, je m'avais aussi cité, disons, le domaine des sciences et technologies, parce que c'est là que les gens se disaient, mais où se réparties les sciences appliquées? Ouais, parce que c'est juste tout simplement un changement de concept, bien entendu. Là, entrevoyez par exemple la filière d'architecture, génie électromécanique. Il y a aussi génie informatique, génie civil et autant d'ouvertures. Mais je vais quand même citer par ce domaine des sciences psychologiques et de l'éducation. Vous avez besoin... D'ailleurs, ces gens nous disent que tout le monde est malade, mais seulement on est ignorant de notre propre situation. Donc, on a besoin des gens qui viennent répondre aux besoins de santé mentale, question des comportements. Il y a déjà toute cette ouverture-là. Et peut-être je vais finir par cet élément très important. Dans le cadre, par exemple, de partenariat, je ne voudrais pas, en tout cas, que la communauté reste sous cette ignorance-là. Parce que l'université, déjà, avec le partenariat de 3e cycle, allez-y comprendre qu'avec l'Union européenne, l'UNIGOM et l'Université pédagogique nationale UPEN de Kinshasa, il y a déjà des enseignants pour répondre évidemment aux besoins de l'assurance qualité. Donc, ce sont les pas qui avancent. Oui, ce sont les pas qui avancent. On voudrait aussi essayer un peu d'appuyer l'enseignement parce que déjà, c'était déjà entrepris depuis longtemps. Mais avec ce partenariat de DA, les 3e cycle, certains enseignants, ceux qui n'avaient pas encore suivi, sont en train de suivre des enseignements, des séminaires pour redorer les blasons et assurer à la communauté qu'il y a un personnel qualifié pour pouvoir accompagner les chercheurs dans notre communauté. Donc, on n'a plus intérêt à hésiter. L'université de l'Assomption au Congo est ouverte vraiment. Soyez engagés et c'est un cadre de référence. Merci téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre, nombreux à suivre cette grande émission. Et vous avez suivi donc, il y a de quoi s'épavaner. L'IAC reste l'unique. Vous l'avez suivi avec notre invité du jour, M. Jiré Sekizito, le directeur alors des cabinets du recteur de l'UAC qui a été notre invité. Et d'ailleurs, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre présence. Merci aussi, on s'est senti honoré d'être invité et de participer à cet échange. Merci téléspectateurs, nous disons merci également. Et surtout, l'actualité reste à continuer sur les sites de l'UAC, les sites de la Moto TV, sur la radio Moto, partout, page Facebook. L'actualité reste à continuer. Vous voulez avoir plus d'informations à ce qui concerne l'UAC,
si prière d'aller visiter ces différents sites. Nous avons été Christian Wasekayo devant ces microphones. Nous avons eu d'ailleurs le plaisir de vous présenter cette belle émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à nos partenaires Caswolf, Voici Water, Inopure Naturel, disponible partout à travers la ville de Butembo. Merci à Nzanzu Silent, notre réalisateur. Merci à toute l'équipe qui nous a mis dans l'heure, dans les ondes. Nous vous disons sincèrement merci et surtout nous vous souhaitons excellent week-end et beau début du mois de décembre qui commence d'ici demain. Ciao. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays.